Dans une querelle qui l'opposait au psychologue Claude Wachsmann et à l'historienne Elisabeth Pagnoux à propos de la place des images pour parler de la Shoah, l'historien de l'art Georges Didier Huberman affirmait qu'il fallait s'imaginer pour savoir et que les interrogations esthétiques émanant d'une représentation graphique, on pouvait construire une éthique. En mettant en relation texte, image et support, l'album place l'iconotexte au service de l'indicible, de l'inimaginable. Ce que les auteurs donnent à voir depuis près de 40 ans, ce ne sont pas des documents d'archives ni des témoignages bruts, mais des images à interpréter comme le produit d'un travail dialectique, entre le montré et le voilé. Paraphrasant Didier Huberman, nous pourrions dire que l'iconotexte n'est pas tout et n'est pas rien. Il doit être lu comme une perception qui énonce une parcelle de réalité. Exception faite de quelques allusions sibyllines dans Cuisine de nuit de Maurice Sindac en 1972, l'album pour enfants a longtemps évité le sujet de la Shoah. Pourtant, depuis plus de 40 ans maintenant, l'album témoigne, transmet la mémoire du peuple juif, ses souffrances, et adopte des éléments d'une démarche historique basée sur la trace et l'interprétation, sans pour autant abandonner toute subjectivité littéraire. Certes, l'album a pu sembler en retard sur le roman, qui avec Gallimard et l'École des loisirs rendait accessibles des témoignages romancés, en traduction, alors que les albums qui ont commencé à paraître, sur lesquels nous allons revenir, sont prioritairement des albums de fiction et français. Cette communication à deux voix se propose d'apporter une lecture littéraire, mais aussi plastique et historique des albums pour enfants traitant de la Shoah. Elle veut aussi interroger la manière dont le livre pour enfants s'inscrit plus largement dans une lecture ou dans une relecture de l'histoire et évolue dans les représentations de la Shoah au même rythme que les évolutions historiques, sociales et esthétiques de la société. Notre corpus est constitué de plus d'une trentaine d'albums traitant entièrement ou partiellement du génocide juif, publiés entre 1972 et 2023. D'emblée, nous pouvons faire le constat de la multiplication des ouvrages après 2000 et d'une augmentation de ce rythme de parution. Le bornage chronologique peut paraître arbitraire, mais il est justifié par la parution d'œuvres majeures qui font rupture avec les publications précédentes. Le milieu des années 80 voit la parution de l'album Rose Blanche de Christophe Galaz et Roberto Innocenti, qui parle clairement de la déportation et montre un camp. Le début des années 2000, celui au cours de laquelle se multiplie brutalement le nombre d'albums sur le sujet, 4 sur le même sujet, Un foulard dans la nuit de Milena Georges et Georges Lemoine, L'Étoile jaune de Carmen de Didier et Henri Sorensen et Le petit garçon étoile de Rachel Hofstadter et Olivier Latic. À leur retour des camps, les rescapés ne sont que très peu écoutés malgré leur besoin de témoigner. La production textuelle ne connaît que peu d'écho dans l'immédiate après-guerre. Nous voulons parler par exemple des récits autobiographiques d'Olga Lengiel, Souvenir de l'au-delà, de celui d'Eugène Kogon, Der SS-Stadt, paru en 1946, ou encore de C'est questo un uomo, de Primo Levi, paru en 1947. En France, où les deux derniers ouvrages ne seront traduits que tardivement, la société ne semble pas prête à entendre l'inconcevable et les pouvoirs publics se refusent à dissocier le sort des Juifs de celui des autres déportés. Une affiche publiée par le Mouvement national des prisonniers de guerre et déportés donne le ton du discours officiel de l'immédiate après-guerre. Ils sont unis, ne les divisez pas. Le documentaire d'Alain Resnais, Nuit et brouillard, réalisé en 1955, a pour sujet l'enfer concentrationnaire et maintient l'ambiguïté entre concentration et extermination. Le mot juif n'est prononcé qu'une seule fois dans le commentaire. Les juifs déportés deviennent progressivement les victimes invisibles du conflit, pour reprendre une formule de Marc Ferraud. Le mythe de la France résistante se construit au lendemain de la guerre, dans l'espoir d'une reconstruction rapide et d'une cohésion nationale autour des héros plutôt que des victimes. Pourtant, la volonté de témoigner en images de l'inimaginable est forte. Nous en voulons pour preuve les nombreux dessins réalisés dans la clandestinité, que ce soit par Boris Staslicki à Buchenwald, par Henri Gaillot au Struthof ou par Jeannette Lerminier à Ravensbrück.
Le témoignage de cette dernière est d'ailleurs particulièrement significatif. De bouche à oreille, on a su que j'avais un crayon et que je pouvais peut-être dessiner. Elles ont pensé également que cela pouvait être des témoignages intéressants. Et tout le monde m'a donné les articles censurés, si bien que j'ai pu rapporter une 60aine de dessins. Je les distribuais à mes camarades, par 5 ou 6, et elles prenaient tous les risques. Ce que j'ai admiré, c'est qu'elles me les ont toutes rapportées, sous-entendu à leur retour en France. Elles m'ont dit « Nous voulons toutes rester unies chez toi, de façon à ce qu'un jour, s'il y a un musée de la déportation, nous puissions encore, toutes ensemble, témoigner. » Comme nous l'avons dit, à notre connaissance, la première allusion à la Shoah en France, dans un album pour enfants, est à chercher dans Cuisine de nuit de Maurice Sendak, paru aux États-Unis en 1970 et en France en 1972. Le texte décrit les aventures oniriques d'un petit garçon nommé Mickey dans la cuisine d'un boulanger. Dans une scène où des boulangers peints sous les traits soit d'un Oliver Hardy, soit d'un Adolf Hitler ventripotent, Mickey est pétri et enfourné. Maurice Sendak affirmait écrire pour chasser ses propres démons, en particulier la démence de sa mère, mais aussi la disparition d'une grande partie de sa famille dans la Shoah. Et il avoua bien plus tard, bien après la sortie de cet album, qu'il s'agissait d'une allusion sibylline à la Shoah. Certains auteurs, aujourd'hui, peuvent d'ailleurs glisser quelques allusions à cette période par des images emblématiques, comme dans le Nakakoué de Claude Ponty, où un livre en feu rappelle les autodafés des nazis sur fond de mirador dans une terre complètement désertée. Ça y est, la technique me lâche. Non, c'est bon. À la fin des années 80, sort sur les écrans de télé la série de fiction américaine Holocaust, 4 épisodes, réalisés par Marvin Chomsky sur un scénario de Gerard Greenberg. En France, la série est diffusée en 1979 sur Antenne 2 dans l'émission Les Dossiers de l'écran. Le film de Claude Lanzmann, Shoah, sort sur les écrans en 85. Le sujet ne semble plus tabou. Il est souvent abordé par des déportés ou des fils de déportés comme un témoignage ou comme une volonté manifeste de faire mémoire. En 83, Klaus Barbie est arrêté en Bolivie. Il est jugé en 87 et son procès ranimera la parole et peut-être surtout, il mettra l'accent sur un massacre retentissant, celui des 43 enfants de la maison d'Isieux. À travers lui, le sort des enfants juifs dans le génocide. Ainsi, le premier album qui montre la Shoah très directement aux enfants est l'album Rose Blanche de Christophe Galaz et Roberto Innocenti, paru en 1986. Ce dernier, né en 1940, a vécu son enfance sous le fascisme italien. La réception de cet album est d'abord mitigée en France, quand la grande instance de légitimation critique que constitue la revue des livres pour enfants fait un pour et contre entre Béatrice Tanaka et Nick Diamant, qui s'insurge notamment contre les inexactitudes de l'album, en particulier la possibilité pour la fillette d'être au contact des déportés. Une même polémique a éclaté en Allemagne, où l'album en lui-même, qui met en scène des Allemands ordinaires, a été décrié car il faisait exploser un tabou, celui de parler de l'Allemagne nazie aux enfants, alors qu'on voulait que ça reste enfoui sous le tapis. Rose Blanche ne se veut pas un récit historique. Il se pose comme une fable, sans aucune référence à une documentation précise. Comme chez Hansel et Gretel, le camp, ou la maison de sorcières, sont à la fois proches et éloignés de la ville. Le mal existe parce que la majorité des hommes veut l'ignorer, écrit Frediano Ceci en commentant ce livre. Rose Blanche devient celle qui rachète l'humanité, poursuit-il. Le critique allemand Jens Thiel déclare « Rose Blanche propose des concepts visuels, réfléchis et intelligents, dans lesquels l'émotionnel et l'éclairage historique se rejoignent.
Si la tradition de la critique allemande des albums consistait à examiner de plus près les images selon leur construction esthétique et critique, alors Rose Blanche aurait dû être reconnue comme un livre important pour les enfants. En l'état, il n'a été classé que comme un livre d'images historiquement incorrect et donc inadapté aux enfants. Alors, Innocenti n'est ni un enfant caché, ni un fils de déporté, mais il a grandi pendant la guerre. Et il dit, pris dans un spectacle que personne n'avait pensé interdire aux mineurs, avouera-t-il plus tard, à Rossana Dedola en 2012. Une foule d'images se sont imprimées dans sa mémoire, comme celle d'un couple en manteau, en plein mois d'août, à l'arrière d'un camion, debout, encadré par 2 soldats armés de fusils et portant un bébé, enveloppé dans une couverture rose. On retrouvera cette image dans L'Étoile d'Erika, autre fable sur la déportation et l'extermination. Rose Blanche rappelle bien évidemment la résistance allemande portée par la figure des enfants Scholl, mais interprète aussi des photographies célèbres. Celle, par exemple, du petit garçon du ghetto de Varsovie, que l'on aperçoit pour une première fois ici, puis ensuite un peu plus loin. C'est surtout poser le statut de la fillette témoin d'une situation qu'elle ne comprend pas, mais qu'elle observe. À plusieurs reprises dans l'album, elle regarde à travers des fenêtres, elle se reflète dans un canal, elle est placée dans une position d'observatrice privilégiée que sa condition d'enfant semble rendre transparente. Alors qu'elle est toujours en mouvement, descendant des escaliers, passant des portes, on ne pourra qu'être sensible également aux 2 ou 3 images où elle semble prendre le lecteur à témoin par un regard face caméra, comme on dirait au cinéma, qui casse l'illusion fictionnelle et renvoie le lecteur à son propre rôle de témoin de témoin. Les premiers albums entendent davantage montrer les conséquences de l'antisémitisme et la restriction des libertés, mais s'arrêtent avant l'arrivée dans les camps, ce qui d'ailleurs est une des recommandations aujourd'hui du Mémorial de la Shoah pour aborder le sujet avec les plus jeunes. Ainsi, de La Grande Peur sous les étoiles de Johanna Kang à la chanson de Richard Strauss, de Marcus Malt et Alexandra Huard, le premier publié en 1993 et le second en 2012, les narrateurs sont amis avec des enfants juifs et ils voient progressivement les libertés de leurs amis se restreindre. Ils voient éventuellement leur arrestation, mais ils ne sont pas concernés personnellement. Ils gardent néanmoins un souvenir très intense de leurs amis et témoignent d'une angoisse qui irradie au-delà des premiers concernés par les persécutions. En 1999, Tommy Ungerer, dans Autobiographie d'un ours en peluche, qui est d'emblée inscrit sur les listes recommandées pour les cycles 3, qui est encore très très utilisé et très connu dans les classes, ne montre pas les camps, mais évoque, suggère la déportation, l'extermination, qui sont évoqués assez rapidement parmi d'autres événements, mais aussi parmi d'autres conflits, par le biais d'une peluche qui sert de bâton témoin entre le passé et le futur, un objet mémoriel. Ce procédé est décliné dans d'autres albums, comme L'Ourson de Fred, d'Iris Argaman et Avis Hofer, écrit à partir d'un jouet conservé à Yad Vashem, ou Le Soulier Noir, inspiré d'une chaussure conservée au mémorial de Caen, qui a été à l'origine de l'ouvrage de Françoise Legendre et de Jean-François Martin. Ici, les objets réels ou fictifs sont autant de traces des victimes. En 1991 déjà, l'album de Margaret Wilde, Let the Celebrations Begin, traduit en français sous le titre oxymorique Baraquement 18, lit 22, que la fête commence, prenait déjà appui sur une collection de jouets fabriqués à Bergen-Belsen. Avec les autres filles de son baraquement, la narratrice décidait de créer des jouets dont il ne sera pas montré de photographie, mais l'album cautionnait la véracité par des références bibliographiques en ouverture et en fermeture de l'album. Il est assez remarquable d'ailleurs que ces 4 albums que j'ai brièvement évoqués
se distingue d'une partie de la production sur les camps par une profusion de couleurs associées aux jouets. Il mêle vraiment la volonté de faire mémoire par le choix de traces tangibles à hauteur d'enfant, tout en jouant avec le registre de l'émotion, mais en veillant à la monstration de l'objet photographique, apportant toujours la trace, la preuve de l'existence bien réelle de ces objets. À l'inverse, une certaine distance avec l'histoire est parfois maintenue en utilisant la métaphore. Les loups noirs de Béat Desrues-Renard et l'île d'Emay, comme le loup blanc d'Éric Battu, transposent les lois raciales dans l'univers des animaux, montrant comment le pouvoir, confisqué par un seul ou un petit groupe, fait basculer la vie de tous. Ces albums se veulent audibles et regardables par des plus jeunes. Se pose la question de la lisibilité par les enfants, s'ils comprennent les enjeux, mais la métaphore et la transposition avec ce qu'il est advenu n'est accessible qu'à partir du moment où un savoir minimal existe. Le petit garçon étoile, que j'ai déjà cité tout à l'heure, se veut certes métaphorique, mais les topoïs des récits concentrationnaires sont conjoints à d'autres motifs. Ainsi, le train, le portail d'Auschwitz, la fumée des crématoires sont présents à travers un récit de chasseurs et d'étoiles. La poésie du texte rend audible le récit et l'illustration construit progressivement une bibliothèque mentale et une iconographie propre à l'histoire de la Shoah dans les livres pour enfants. Comme dans les récits concentrationnaires pour adultes, dont certains pays avaient déjà la tradition, contrairement à la France, la Shoah se représente à travers des étapes incontournables. Dès lors, ces motifs font icône, au sens où l'entend Peirce. Encore faut-il les reconnaître et en comprendre les enjeux. Selon une étude réalisée en Suède en 1997 auprès de 8000 jeunes âgés de 12 à 18 ans, 34% d'entre eux semblaient douter de l'extermination de 6 millions de juifs par les nazis. Göran Persson, Premier ministre suédois, s'interrogeait alors, je cite, « Avons-nous assez raconté à nos enfants ?» Le 3e Forum international sur la Shoah, réuni à Stockholm en 2000, tentera d'apporter une réponse à cette question, mais la déclaration publiée à l'issue de la conférence insiste sur la responsabilité solennelle de la communauté internationale dans la lutte contre le génocide, les épurations ethniques, le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Elle engage les participants à promouvoir l'éducation, le souvenir et la recherche afin de, je cite, « soutenir la vérité terrible de la Shoah face à ceux qui la dénient ». À partir de 2000, la production d'albums ayant trait à ce sujet est multipliée par 2 ou par 3. L'inscription dans les programmes du cycle 3, donc CM1, CM2 et 6e, et l'instauration en 2002 par les ministères de l'Éducation européens du 27 janvier comme journée européenne de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l'humanité participe d'un élargissement de l'audience des livres jeunesse abordant cette période historique. L'instauration en 2000, justement, du 27 janvier comme journée de la mémoire fait de même. Le procès Papon, en 1997, avait déjà été une sorte de procès de la France de Vichy et un début de responsabilisation de la France dans la déportation. Un certain nombre d'albums vont d'ailleurs se focaliser sur une figure très française, l'enfant caché, dans la mesure où la France est le pays où le plus grand nombre d'enfants a été sauvé. Ces ouvrages soulignent bien souvent l'incompréhension des enfants, que ce soit dans Sauve-toi Élie d'Elisabeth Bramy et Bernard Genet, où l'ignorance du protagoniste se manifeste par son détournement et son incapacité à saisir des termes qu'il revient au lecteur de traduire quand il pense entendre Ralph et Yves en lieu et place de la rafle du Veldiv. Ou dans Le Petit Garçon Étoile de Rachel Oysater et Olivier Latic, où l'enfant ne sait plus quelle est son identité, permettant alors de filer la métaphore de l'étoile, tant dans le texte que dans l'image. Cette fragilité de l'enfant, qui ne peut compter que sur des adultes, est emblématisée dans l'histoire de Clara, de Vincent Cuvelier et Charles Dutertre, par les 10 monologues des personnes entre les mains de qui la petite Clara passe, et par tous les termes très différents qui la désignent. Les albums de Gilles Rapaport sont assez emblématiques
également à ce sujet. Auteur de Grand-père en 1999, il s'inspire, comme souvent pour les premiers artistes qui évoquent la Shoah, d'une expérience personnelle familiale. Dans le paysage français, cet album est le premier à montrer la déshumanisation à l'œuvre dans les camps et la manière dont ceux qui ont survécu au trajet en train passent vite du statut d'homme à celui de déporté. Il le souligne en 3 termes. Avec Champion en 2005, il s'appuie sur un même usage plastique du bleu, du noir, du blanc, pour retracer le parcours de Victor Young Pérez, champion du monde de boxe et déporté à Auschwitz en 1943, abattu le 22 janvier 1945 pendant la marche de la mort. La réinterprétation de la Pietà dans Grand-père, associée à une page en fond noir, renvoie vraiment à une image de la souffrance et de l'interrogation sur le statut d'être humain. Dans Champion, le temps d'un combat inéquitable entre le poids-plume qu'est Young Pérez et un géant nazi, les images éclatantes de couleurs renvoient à un passé heureux qui contraste avec les coups échangés, jusqu'à ceux des fusils qui l'assassinent durant l'évacuation du camp. Les dernières doubles pages de Gilles Rapaport jouent d'un contraste temporel. Le narrateur visuel montre la mort du boxeur, quand le texte fait encore le récit d'un de ses combats. Et dans une forme d'accélération, due aux formes impératives, à l'enchaînement des phrases, comme dans un commentaire sportif, qui semble célébrer la victoire de Pérez alors que l'image nous annonce déjà sa fin. À l'inverse, sa mort sur la dernière double page le montre encore en boxeur, comme pour rappeler ce qui le maintient dans la postérité, même disparu, lui rendant son identité de sportif. Avec ses 3 albums suivants, écrits en collaboration avec Roland Coss, Gilles Rapaport met en lumière certains éléments propres à la déportation française par le biais des camps de Pithiviers, Bonne-la-Rolande, dans le convoi des mers, et du procès Papon dans un regard croisé, puisqu'un album se focalise sur l'histoire d'une famille via la figure de la mère, Ita Rose, puis sur 2 des enfants de cette même famille, avec Alex et Léon, dans les camps français. Dans les 2 derniers cas, Gilles Rapaport inscrit ses illustrations comme en surimpression d'affiches ou de véritables photographies, d'ailleurs reproduites en fin d'album. Donc on est dans un interstice entre l'album de fiction, vraiment, et la forme documentaire avec ces images bien réelles qui sont proposées aux enfants. Ces confrontations sont souvent très expressives, en insistant par exemple sur le contraste entre le discours de propagande montrant un soldat allemand riant, portant un enfant qui dévore bien sûr tout sourire sa tartine de pain, tandis que l'illustration de Gilles Rapaport montre la violence faite aux familles, la torture qui s'exerce contre les enfants comme leurs parents, dans une scène réelle où Barbie empêche le fils de famille de goûter, donc de manger cette fameuse tartine. La confrontation des 2 hommes sur l'image fait contraste, fait violence au lecteur. Rapaport introduit quelques photos de famille également intéressantes, dans la mesure où elles reprennent un topos de l'écriture des camps, quand la photographie est parfois la dernière et la seule trace de l'existence d'une famille entièrement décimée dans les camps. Un autre choix est fait dans le convoi des mères, que je mettrai sur la table tout à l'heure, où les portraits des Juifs enfermés dans les camps se fondent, grâce à l'usage du papier calque, à des photographies d'enfants morts en déportation. La fragilité du calque, qui renvoie aussi au papier de soie des anciens albums photos, suggère cette fragilité de la trace restante et de la vie envolée des enfants assassinés. La solitude des enfants prend alors une autre dimension, faisant mémoire de la cruauté des hommes qui ont fait le choix de séparer des familles par le choix de figures stylisées, de portraits de groupe. Cette violence reste lisible par les enfants et donc visible à hauteur d'enfants. Les albums contemporains oscillent entre plusieurs positions.
avec un retour sur des témoignages, avec les tout derniers témoins, le choix de se focaliser sur des figures emblématiques comme celle de Korczak ou d'Irena Senlerova, et qui ont tout risqué de leur vie pour les enfants, ou encore du sportif Matthias Schindler, qui a payé de sa vie sa résistance au régime nazi. Raconté par exemple dans Carton rouge, Matthias Schindler, tiens, ça y est. On redémarre. On redémarre tout. Ça s'est bloqué. Ah, c'est mais bon, bon, c'est repassé, c'est parti. Super. Carton rouge, voilà, Matthias Schindler, le Mozart du ballon rouge, Fabrizio Silei et Maurizio Quarello, donc les auteurs, ou sur des épisodes oubliés, préférant un fondement historique à l'invention pure, comme l'album de Barou, Un petit nuage, Pologne 42, qui s'arrête sur les exactions des Einsatzgruppen, allant jusqu'à montrer la mort du protagoniste, fait extrêmement rare en littérature de jeunesse. Fort de ces exemples finalement très variés et assez nombreux, même si évidemment une petite demi-heure ne suffit pas à en faire le tour, les artistes contemporains peuvent proposer des ouvrages qui se construisent autour des métaphores, mais utilisent les images à la fois comme révélateurs et comme traces. Avec Fumée, Anton Fortes et Johanna Concejo revisitent parfois avec des points de vue différents certains motifs. Ainsi, L'arrivée dans les camps insiste sur une phrase en apparence anodine dans le texte « Les soldats nous gardent à vue ». Le train et les déportés sont à peine esquissés sur l'image et minuscules. Tu peux revenir à la page d'avant. Voilà, encore d'avant, tu es allé trop vite. Non, il n'y a plus les oiseaux. Non, j'en ai plus. Bon, il n'y a pas les oiseaux, ils ont disparu, ils sont envolés. Donc on voit finalement en hauteur le train, les déportés à peine esquissés et donc minuscules, alors que des créatures mi-homme, mi-oiseau quadrillent le ciel. Les becs, tracés au crayon de papier, les animalisent et font d'eux des oiseaux de proie, prêts à fondre sur ceux qui n'obéiraient pas. Peu d'albums présentent des déportés qui soient des enfants, comme dans cet album. Les corps tronqués traversent tout l'album. Celui des déportés, qui sont rendus anonymes de cette façon, des vêtements vides, donc reviens à l'image, voilà, merci, des vêtements vides de corps entravés par des filets qui s'envolent dans le ciel. Le texte, à ce moment-là, parle des pendaisons, mais l'image suggère tous ces corps réduits en cendres par la suite, qui envahissent le ciel et dont témoignent justement les déportés. Cette réification des individus passe par ces membres sans corps qui vraiment ponctuent un certain nombre d'images de l'album, ou par des mannequins sans tête qui font écho à ces corps de détenus dont parfois seul le contour est tracé, à moitié effacé, en pendant d'une liste de chiffres dont certains sont biffés comme autant de morts annoncées. La dernière double page laisse voir le corps de 2 enfants nus, au milieu d'autres corps qui ne sont déjà plus que des ombres, à peine visibles sur cette double page entièrement noire. Donc ça fait écho à la question que tu posais hier, y a-t-il d'autres représentations vraiment dans la chambre à gaz et de la mort? Alors on pourrait dire on est à l'instant d'avant, mais la voix narrative, c'est la voix de ces enfants. Donc on est vraiment à ce moment décisif, à ce moment de bascule. Et jamais un album n'était allé aussi loin. Le lecteur accompagne littéralement les personnages jusque dans la chambre à gaz. Dans leur naïveté, les enfants, pourtant au cœur du système de mise à mort, dont ils ont toutes les preuves, dont ils font les constats, ne semblent pourtant pas comprendre quand c'est à leur tour d'entrer ici, alors qu'ils savent très bien comment ça se passe, ce qui les attend. La dernière garde, une double page reproduisant une page d'album photo dont certaines images sont absentes. Le papier de soie corné suggère justement le passage du temps et des disparitions. Ces photographies dessinées disent à la fois une présence et la représentation du « ça a été » dont parlait Barthes dans La chambre claire. La mort des enfants
se dit dans la tourne de page. Toutes ces images qui affichent la disparition ou leur disparition, la dimension éphémère de la vie de ces enfants, sont autant de façons d'interroger la question de la représentation de la Shoah. Comment dire à l'image une disparition programmée? Que montrer de ces corps in absentia? Quelle réception programme ces images qui doivent être en même temps une présence, une mémoire et une absence? Alors pour conclure notre propos, 3 problématiques semblent se dégager des travaux présentés. Celle de l'image, celui du témoignage et celle de l'identification mémorielle. S'agissant de la Shoah, et plus particulièrement des chambres à gaz, Claude Lanzmann et Gerhard Weichmann affirment que toute image du crime est une substitution, donc un adoucissement, donc une trahison et aussi un oubli. Pour notre part, nous ne considérons pas l'album simplement comme un agencement d'images, mais comme l'articulation d'espaces iconotextuels. L'album iconotextuel est pour nous un médium privilégié pour tenter de rendre compte de la Shoah, parce qu'il permet de faire se croiser sur un même espace plusieurs temporalités et plusieurs points de vue. Nous oserons même avancer que ces planches ne construisent pas à proprement parler d'images de la Shoah, mais utilisent, en se les réappropriant, je suis désolé pour réapproprier, des motifs iconiques construits à partir des premières images rapportées des camps. En 2001, Andreas Hyssen proposait même de dépasser le débat entre les opposants aux images de la Shoah, Bilderverbot, et ceux qui les pensent incontournables, en proposant une relecture des propos d'Adorno de 1949 sur l'impossibilité d'écrire de la poésie après Auschwitz. En effet, c'est par une approche mimétique, développée par Adorno, par Horkheimer, qu'Andreas Hyssen envisage de lire le projet de tout auteur de littérature dessinée. Confronté à un traumatisme, à une violence incompréhensible, à la terreur de la mémoire, et poussé par un instinct de survie, le créateur, l'artiste, comme tout homme, renforce sa vitalité en transformant le réel, en le transposant, en s'en nourrissant par une adaptation sublimée. Pour toutes les raisons que nous avons évoquées plus haut, le croisement des temporalités, la déclinaison de certains motifs, l'iconotexte devient un instrument de cette mimésis qui apporte un nouveau regard sur les représentations, aujourd'hui finalement très nombreuses, de la Shoah. Nous vous remercions.